merci à vous deux, Michel et Marie-Pascale. Nous avons du temps, pas mal de temps, mais c'est bien pour les questions, pour les débats. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Oui, Pierre. Oui, vos deux exposés m'ont rappelé un peu la discussion qu'on a eue hier à propos de la spatialisation du temps. C'est-à-dire que Marie-Pascale nous a montré comment la scène est une sorte d'arrêt sur image. On a l'impression, quand on lit Duras et Arnaud Delille, de voir une suite de photogrammes plutôt que de voir le film dans son déroulement effectif, de sorte que l'histoire est comme privée de son mouvement, de sa violence, pour qu'on s'arrête uniquement à certaines petites icônes comme ça, à certains moments qui la caractérisent et que tu appelles la scène. Hier, on a parlé de l'importance de la description, par exemple, pour beaucoup d'écrivains italiens, qui les amenaient à arrêter leur regard sur des lieux typiques, mais en même temps des plus ordinaires, comme la déchetterie, le cimetière, Pierre-Luigi Pellegrini on va en parler. Et j'ai l'impression que Daniel Ferrière fait un peu la même chose quand il rend compte du tremblement de terre d'Haïti, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la reconstitution de tout ce mouvement sismique qui a ébranlé l'île et qui l'a ébranlé lui et ses amis, mais des petits moments comme ça un peu détachés les uns des autres et qui enlèvent un peu ce caractère tragique, dramatique au fait. Alors, je ne sais pas si c'est pas une façon finalement d'exorciser la violence de l'histoire, de procéder comme ça par arrêt sur image, en anglais on dit still, c'est comme si on gelait les choses, et la métaphore du gel, tu l'as reprise un petit peu dans ta communication, en parlant des sociétés chaudes et des sociétés froides. Annie Laferrière, bien sûr, vient des Antilles, mais a vécu à Montréal, donc l'histoire s'est imposée à lui, comme c'est le cas de beaucoup de littérature de la francophonie, on pense à l'Afrique, au Maghreb et bien sûr à la Caraïbe, mais en même temps, il cherche à s'en échapper, à s'en sortir, à s'en extraire plutôt. Alors qu'au Québec, au contraire, on parle toujours d'un peuple sans histoire, il y a quelques moments forts qui ont marqué symboliquement le temps de l'avènement du peuple québécois. On pense à la Révolution de 1837, au octobre 70, mais comme tu l'as dit, la Révolution qui a marqué les années 50 ou les années 80, elle était passablement tranquille. Donc, pas beaucoup d'événements, ce qui oblige très souvent les écrivains, je pense à Victor Beaulieu, à adopter une attitude plutôt de mythologisation, de mythification de cette histoire, puisqu'elle est vide, elle est blanche, elle n'est pas encore écrite, et elle a besoin donc de quelqu'un qui en fasse une sorte de légende, d'épopée. Je pense à la grande tribu, par exemple. Ce que les écrivains comme Daniel Laferrière ont besoin de faire, parce que l'histoire est déjà riche de tout cet épos, avec ses héros, etc. Alors ils doivent, d'une certaine manière, faire un peu comme les écrivains dont Pascal parlait, c'est-à-dire essayer de les figer comme ça dans des petites scènes qui leur enlèvent leur violence. C'est plus une réflexion que je soumets à votre attention qu'une question, mais je ne sais pas, c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises hier aussi, le fait qu'on n'affronte plus l'histoire de manière épique, comme on a pu le faire à l'époque de Tolstoï, mais d'une manière beaucoup plus pictographique, photographique, scénographique. Oui, c'est pas une question, effectivement, donc je ne réponds pas, mais ça me semble tout à fait juste. Le fragment est très important chez quelqu'un comme Laferrière. À la fois peut-être pour justement sortir du tragique et aussi pour des raisons, c'est pas un compositeur, c'est quelque chose dans son esthétique qui ne correspond pas à l'ambition totalisante, architecturale de romancier qui s'assume comme romancier. Lui, il tend à la dispersion, il discontinue. Et je ne suis pas certain que ce soit adossé à un programme aussi fortement intelligent que celui que tu proposes. Mais il y a un autre aspect que je voulais dire, c'est que chez Laferrière, peut-être aussi chez
lié à Arnaud, c'est que le passé, effectivement, il compte assez peu. C'est-à-dire que c'est la photographie du passé, oui, mais elle est au présent. Donc il y a une sorte de télescopage de tous les temps et il y a plus ce sentiment d'évolution et dans le présentisme, pour prendre un mot très courant aujourd'hui. Et chez Laferrière, c'est absolument évident. Il y a très peu d'allusions au passé. Quand il fait allusion à la mémoire, à Rawak des Amérindiens précolombiens, c'est très rare, c'est très touche. Et il évite ce genre de discours solennel où on veut rétablir en lien avec la grande mémoire, ce que fait VLP par ailleurs. De son côté, lui, il va vers l'épopée, vers le drame. Il veut dramatiser quelque chose qui manque de drame. Voilà, exactement. Moi, je ne sais pas trop quoi répondre. C'est vrai que je ferai des liens avec ce dont on a parlé hier à propos de ces écrivains géographes. Mais donc il y a cette importance descriptive, mais qui est aussi une manière, pour moi il y a quand même quelque chose comme une résistance, c'est-à-dire le regard se porte un peu ailleurs, on va parler des 3 secondes pour finir la bière, ça ne correspond pas nécessairement à, disons, un autre type d'image qu'on a associé au tremblement de terre en Haïti. Et je pense que c'est ça aussi que font les petites scènes, et c'est ça que fait de façon très consciente Annie Ernaux. Quand elle va, par exemple, elle parle de mai 68 et elle se montre en train de mettre plein de victuailles dans son caddie. Elle n'était pas en train de militer à ce moment-là. Et donc, elle montre comment, finalement, une image peut venir troubler la trop belle... C'est ce qu'on appelle les à côté de l'histoire. Voilà. Si on voyait l'histoire depuis la périphérie, non pas dans son cœur, son centre. Mais je pense qu'il y a quand même une portée historique là-dedans. Oui. Oui, j'avais 3 questions pour Marie-Pascale Goulot. La première, j'ai eu l'impression que dans les années de Ernaux, on pourrait passer de la scène fragmentaire à l'image. Car en effet, du point de vue strictement narratologique, de la façon de Genève, il n'y a pas là une vraie scène. Il y a seulement une image fixée et détruite. La seconde question regarde la façon de passer d'une scène fragmentaire à l'autre. Quelle est la façon de passer d'une scène fragmentaire à l'autre? Et dernièrement, peut-être échanger la syntaxe du récit, car il n'y a pas plus l'architecture qui est partagée entre sommaire et scène, mais en effet quelque chose de différent. Vous avez une idée? Alors, de toute façon, vous en avez parlé hier, c'est un roman qui a qui a une architecture assez complexe. Donc, moi, je n'ai parlé que d'un élément, justement parce que c'était trop. Il aurait fallu que je ne parle que de ça, et je voulais être plus générale. Mais pour ce qui est d'image scène, oui, je pense qu'avec Ernaux, on est très proche, mais il y a quand même. Et c'est là où moi je pense qu'il y a une empreinte du cinéma, c'est-à-dire c'est une image, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. On peut voir la femme bouger, il y a quelque chose qu'on peut se représenter en mouvement, et c'est pas vraiment un événement, mais il se passe quelque chose. Et donc peut-être que justement par là, on est à la frontière d'image et scène. Donc une espèce de vidéoclip. Oui, un peu, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y en a d'autres dans les années. Par exemple, elle va évoquer plus tard un souvenir qui est à peine narratif, mais qui est complètement fixé dans sa mémoire. C'est l'image d'une petite fille, quand elle allait à l'école, qui mettait son pied dans la glaise et le retirait, ça faisait une empreinte. Alors, bon, c'est aussi comme un petit film, enfin bon, moi je le visualise comme ça, mais je pense qu'on est à la limite là.
de l'image et de la scène, ça se rejoint. Moi, je pense que dans le contemporain, ça se rejoint beaucoup. Le passage d'une scène à l'autre, là, ça dépend. Dans la liste, au début et à la fin, on est vraiment dans une sorte de litanie, volontairement disparate, hétérogène, etc. Avec quand même la litanie qui va donner tout ça en rythme. Mais ensuite, dans les années mêmes, elle va faire vraiment un montage, là, je dirais, dans l'ordre chronologique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce montage dans l'ordre chronologique n'est pas du tout continu. Bon, ça aussi, c'est... Et une des choses moi, qui me frappe dans les années, c'est la façon dont elle a intégré ce dont elle parle, c'est-à-dire la vitesse des médias, ça va de plus en plus vite. Elle a fait passer ça dans son écriture. Et ça, je trouve ça très fort. Donc on a l'impression quelque chose qui défile comme ça, mais avec des images arrêtées là-dedans. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Oui? Si je peux enchaîner sur cette même question, j'ai comme l'impression que dans les années, justement, il y a quand même une construction qui est certes fragmentaire, comme vous l'avez bien montré, mais qui relève quand même d'une tentative d'épique de l'histoire contemporaine. Tandis que peut-être ce que vous disiez sur l'image fragmentaire se retrouverait plutôt dans un livre que j'aime beaucoup d'Annie Ernaux, comme l'usage de la photo, où vraiment la photo reste énigmatique. C'est-à-dire là, il y a vraiment un décalage entre l'image et le texte qui ne parle pas forcément de la même chose, qui est allusif, qui est justement énigmatique. Et je crois finalement qu'un autre grand texte contemporain dont on a parlé, c'est un texte allemand, qui fait un usage de la photo justement un peu semblable, c'est évidemment Austerlitz de Sebald. Et là encore, moi j'aime beaucoup les années d'Annie Ernaux, mais je me demande si son procédé ne devient finalement un peu mécanique, c'est-à-dire s'il n'y a pas finalement une thèse sous-jacente qui ordonne un peu trop en quelque sorte. Tandis que dans des textes comme l'usage de la photo ou Austerlitz, il y a vraiment un choc entre les fragments et le tout, un choc entre l'image et le texte qui produit du sens énigmatique en quelque sorte. Oui, je suis d'accord avec l'idée que dans les années, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de la thèse et d'une grande reconstitution, d'une grande remontée des années. Mais quand même, je pense, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais je pense que malgré tout, ces images-là peuvent vraiment présenter une sorte de petite résistance, si on veut, par rapport à ce système. Et c'est ça que je trouve intéressant. Oui. J'ai une question pour l'un et l'autre. Je vous fascinant les deux exposés, Marie-Pascale. Tu l'as dit dans ta réponse et plusieurs fois dans ton exposé aussi, tu utilises constamment le vocabulaire du cinéma pour entrer en relation avec ces œuvres-là. Et tu as sûrement en tête, en fait, les 100 ans de cinéma de Godard. Ça commence comme ça. Personne ne se souvient de l'intrigue de tel ou tel film. Nous avons tous en tête telle scène, telle image. Bon, le verre d'eau, le verre de lait qui monte, les dans le coin, etc. Oui. Sauf que la grosse différence avec ce que tu as dit, ce que Godard dit, c'est que les scènes que Godard prend, pour le mettre en évidence, s'appuient sur un fond qui est l'intrigue, personnellement. Donc, elles se dégagent et elles ont une empreinte mémorielle grâce à l'intrigue qu'elles viennent plus ou moins suspendre. Alors que les œuvres dont tu parles, ça semble être des œuvres qui, au contraire, fonctionnent par organisation, agencement, configuration de scènes entre elles, avec une diminution de l'intrigue qui devient assez ténue, en tout cas qui est passée à travers ce terminal. Et ma question porte en fait sur le fait que les années, quand je l'ai lu, n'ont pas créé une empreinte mémorielle aussi forte que Tolstoï et Guerre par exemple. Je me souviens avec une force extrême de certaines scènes, précisément parce qu'elles venaient à rompre l'état de l'intrigue justement. Et quand j'ai lu par exemple des romans qui sont agencés sur des scènes mémorables, paradoxalement, ça n'a pas été mémorable. Comme l'expérience de lecteur, c'est peut-être le seul à moitié dans ce cas-là. Mais je me demande si le mémorable en soi, parce que le mémorable en soi n'existe pas. Le mémorable est performé par une expérience de lecteur. Ça marche dans certains cas, ça ne marche pas dans certains autres.
Est-ce que le mémorable, on ne perd pas en voulant l'atteindre finalement? En voulant Est-ce qu'à force de vouloir atteindre le mémorable, paradoxalement, on finit pas par le perdre? C'est possible. Bon, enfin, tu as dit que de toute façon le mémorable, bon, c'est quand même quelque chose qui se passe avec le temps. Je pense qu'effectivement, cette mémoire des petites scènes, en tout cas en ce qui me concerne, se fait sur le fond de la lecture des fameux grands romans dont je parlais. Et je pense que c'est aussi le cas d'Herriot d'ailleurs, et c'est très certainement le cas de Duras. Il y a quand même tout un fond qui vient nourrir ce dispositif fragmentaire. Mais moi, mon souci, c'est vraiment de voir comment une écriture fragmentaire, dont le contemporain est quand même majoritairement fragmentaire, comment est-ce qu'on peut réussir à réintroduire quelque chose qui va être frappant, qui va frapper, mettons, l'imagination, c'est ça que je dis dans ces mémorables. Et donc, pour moi, les scènes sont une possibilité dans ce sens-là. Il est possible que ça ne soit pas du tout efficace, que je me trompe, que ce soit juste moi. Bon. Oui. Non, je crois que c'est pas du tout juste vous. Vous connaissez, j'imagine, le très bon bouquin Stéphane Noskin, la scène du roman. La scène du... Oui. Qui vraiment met la poétique de la scène au centre d'une réflexion à peu près avec les mêmes réalisations. Oui, il y a eu des travaux intéressants sur la scène de roman, pas beaucoup sur le contemporain, justement. Et c'est un peu ça qui m'intéresse. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe aussi dans le roman contemporain autour de cette notion-là. Peut-être juste une petite remarque, parce qu'il me semble que tout ça relève des mutations qu'a connues notre sensibilité au temps. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, on parlait de Tolstoï tantôt, je l'ai évoqué moi-même, c'est-à-dire se voir au milieu de l'histoire, dans la tempête des faits et des événements les plus troublants. Il y a donc nécessité. Il y a eu un colloque, Pierre Michon, il y a quelques années à Cerisy. Il venait de faire paraître Les 11, que vous connaissez, qui traite de matériaux extrêmement riches qu'est la Révolution française. Et il nous a raconté comme ça qu'il avait eu besoin de passer à travers le tableau, quelque chose de fixe, de figé, comme une scène, le tableau de Corentin, là, où se retrouvent les 11 dont il va parler dans le roman. Parce que c'est impossible avec, je dirais, bon, grosso modo, après la Shoah, après le Goulag, après tout ce qu'on a connu au XXe siècle, de se replonger dans la dynamique temporelle telle que l'histoire la décrit, ou la raconte plutôt, et qu'on doit d'une certaine manière pratiquer cette forme d'arrêt sur image dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le tableau de Corentin, dans les 11, et toutes sortes d'incarnations, c'est le moment figé qui lui permet là, à Michon d'aborder ce matériau-là et toute la violence qui le sous-tend. Alors, et dans la perspective un peu des discussions qu'on a depuis le début de ce colloque autour de notre conception de l'histoire, de notre conception du temps, et de la façon dont la littérature le traite, ce matériau historique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme vraiment une mutation, puisque ces livres-là ne sont pas, ce sont des exemples bien sûr de la place de la scène. On peut penser aussi au dernier royaume de Quignard, qui fonctionne aussi par petites scènes. Parfois ce sont des contes, parfois des réflexions, parfois des petits bouts de journal intime, mais ce sont des scènes. Et puis Quignard considère que le tout forme, comment dire, une œuvre, c'est-à-dire il numérote les tomes de son dernier royaume. Donc c'est quelque chose qui dénote un peu un changement de la sensibilité au temps qui est assez absolument. Moi je pensais aussi à Michon qui est qui n'arrête pas de faire des scènes avec la peinture et qui n'y a aussi. Et c'est une façon peut-être de ruminer aussi, de ruminer l'histoire plutôt que de se relancer dans une épopée dans une autre manière. Oui. Je me demandais, au long de l'écoute de ces deux communications, si l'enjeu
l'éthique et l'enjeu idéologique n'est pas de l'ordre du réalisme. Parce que je pensais tout simplement à plusieurs chapitres de Mimesis, en particulier à ce chapitre peut-être l'un des plus passionnants, qui s'intitule La l'hôtel de la Mole. Et si Auerbach peut trouver une continuité à la démarche réaliste d'Homer et Joyce, c'est précisément à travers un découpage qui crée une énigmaticité du réel, le découpage en scène ou en tableau, parce que c'est le mot qui n'a pas été prononcé, je crois qui permettrait de comprendre mieux certaines choses. Le tableau, c'est la scène sans dialogue. Parler de la réduction de la moindre importance des dialogues. Alors, est-ce qu'un certain refus de l'illusion de la continuité, de la construction historique de la cour narrative des récits fondamentaux, ce n'est pas une démarche dessillante qui viserait à désigner, qui serait une ostension, une prétention, une fiction d'ostension du réel dans l'immédiateté. Et alors, moi je pourrais écrire l'histoire, en tout cas, de la littérature figurative occidentale sous cet angle-là. Et presque indépendamment de ce qu'on a appelé la condensation temporelle du roman. C'est une suggestion, c'est quelque chose à quoi je pense depuis fort longtemps, sur quoi j'ai travaillé dès les années 70, dans une perspective qui n'était pas genetienne à l'époque, encore moins maintenant, bon, à propos notamment d'œuvres que l'on ne peut pas appeler des récits, avec lesquels on ne peut faire récit que dans une reconstruction mosaïque, notamment celle d'une certaine époque de l'œuvre de Pierre Sylvain, qui commence avec les espaces volés, qui a été reprise dans plusieurs volumes ensuite, le guetteur invisible, etc. Bon, c'est une construction strictement en tableau. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque tableau de scène, il n'y a pas de continuité d'un événement à l'autre. C'est une écriture de la présence. Et on ne peut faire presque arbitrairement constituer un continuum narratif qu'à partir d'une indication finale de la série de tableaux. Bon, j'ai pas lu l'œuvre dont vous parlez. Enfin, il y a beaucoup de ça chez Duras. Oui, il y a depuis le début, peut-être pas un barrage contre le Pacifique, mais depuis Anabaline sur l'espace, l'histoire, etc. C'est un principe très duracieux. C'est ça, mais je pense que, enfin, je veux dire, peut-être une différence que moi je verrais, c'est que là, dans cette construction par tableau, il y a quand même un refus d'une certaine façon du récit. Oui, c'est ça. Alors que ce que j'essaie un peu de dire, c'est que dans les scènes que je peux lire dans un corpus beaucoup plus contemporain, il n'y a pas refus du récit, il y a une autre manière de mettre en récit, mais il n'y a pas refus du récit. Pour moi, ce serait une grosse différence. Jean-François, tu me faisais signe que tu voulais poser la dernière question, donc ça sera la tienne. Michel, parce que j'étais fermé par l'espèce de correspondance entre le fait que la carrière refuse de hiérarchiser son destin, et le destin commun, il reçoit un coup de fil sur la mort de son père, c'est commun, tout le monde a reçu un cours de sa vie, etc. Et
semble se doubler d'une volonté de ne pas hiérarchiser non plus le destin littéraire, la littérature finalement, de l'universel reporter. Parce qu'à un certain moment, tu l'as dit, tout est littéraire, avec une cravate, boire un café, etc. Par contre, c'est vrai, ça pose un certain problème, parce que Rancière, que tu as évoqué quelques reprises, il revient constamment de la parole muette, la littérature existe, c'est l'exception de tout, mais cette exception-là est presque invérifiable. Sauf que tous les écrivains dont ils parlent rentrent dans les tours et des tours de cette contradiction, et puis découvrent à leur manière. Si véritablement toute hiérarchie est mise à plat, ça n'aboutit pas à une espèce de paradoxe où la littérature rencontre sa propre annulation par trop d'extension, finalement. Si tout est littéraire, rien ne l'est. Oui. Très bien formulé, le paradoxe. Oui. J'ai l'impression que tout est littéraire, rien ne l'est, tout est politique, rien ne l'est. Il prend les choses des deux points de vue. Il y a à la fois une sorte de saturation du littéraire, une saturation du politique. Il tend à c'est peut-être une stratégie, mais à tout le temps réduire les attentes. Alors, du côté du politique, par exemple, on va parler d'Haïti, et il va dire non, le pays n'est pas frappé par le malheur de manière systématique, non, ce qui arrive n'est pas une fatalité, je refuse de croire ça. Il va présenter les tremblements de terre, il va présenter ce qui se passe à ce moment-là en faisant voir toute la vie qui s'ouvre un peu partout. Il insiste sur l'espèce de normalité qui se réinstalle. Et il évoque très peu la dimension politique à ce moment-là parce qu'il sait que c'est dans le discours. On dirait que dès qu'on est dans un contexte très politique, il se débarrasse du politique. Quand il est dans un contexte très littéraire, il va délitérariser, il va se débarrasser du littéraire. Et donc, ce qui se passe, c'est plutôt un mouvement. Il y a vraiment un mouvement entre les deux, un va-et-vient, dont on ne sort pas, parce que c'est une impasse, c'est une aporie, mais c'est le mouvement qui l'intéresse. Et je trouve que parmi les écrivains contemporains, il s'en tire pas trop mal. C'est-à-dire qu'il arrive à assumer cette aporie, à écrire à partir d'elle, non pas en niant ce qui se passe, parce qu'il évoque lui-même la dimension politique, mais en évitant de la dramatiser. Et du côté de la littérature, et même de la hiérarchie, il connaît très bien le jeu de la hiérarchie. Pour rien, il sait comment ça fonctionne. Mais en même temps, il a une sorte de... moi j'appelle une réelle modestie, c'est-à-dire qu'il a une manière de se passionner pour de petits textes, pour de la petite littérature. Il va dire quand on voyage, il ne faut surtout pas lire les grandes œuvres du pays où on va, il faut lire les œuvres moyennes. Et les grandes œuvres ne vont pas nous apprendre beaucoup sur la culture du pays, il faut lire les œuvres moyennes. Donc il a ce genre de discours qui tient compte de la hiérarchie, mais de façon assez, je trouve assez amusante, assez juste, sans prétendre régler le problème dont tu parles, qui est une véritable, c'est une injonction paradoxale, sans non plus essayer de la théoriser, c'est tout sauf un théoricien. Il assume totalement sa position d'enquêteur, journaliste, il écrit souvent à la manière de journaliste, il aide des journalistes. Donc pour lui, il n'y a pas de honte du tout. Donc il va jouer sur tous ces tableaux. C'est pour ça que je termine en disant plus de variété, on peut dire plus de fragments aussi, plus de variété, plus de mobilité, moins de ferveur. Mais en même temps, il me semble, peut-être toujours de façon paradoxale, il cache les grands textes et les grandes sources, il les cache, mais ils sont. Le cri des oiseaux fous, me semble-t-il assez évident, c'est une réécriture de Ulysse. C'est une journée, les tours de tous les quartiers de la ville, etc. Oui. Donc il y a quand même un sous-texte caché des grandes littératures. Il a caché Césaire pendant longtemps, puis là il est sorti à la fin de la mort de Césaire. Il y a Dante autrement avec le personnage de Virgile. Il y a bien sûr toutes ces grandes références qui cachent, mais il en parle constamment ailleurs. Donc c'est pas très sorcier non plus de les retrouver. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici en remerciant Marc-Pascal Bidault et Michel Vieux. Merci.